rentrer derrière dans le vif du sujet. Est-ce que vous connaissez Friends of Figma déjà? En dehors des événements ici, je veux dire, le principe, le concept. En gros, Friends of Figma, ce sont des communautés quasi autonomes. Il y a un code de conduite à respecter, mais en dehors de ça, on fait à peu près ce qu'on veut avec Friends of Figma. L'idée, c'est de pouvoir aider les gens à connecter entre eux, à parler de design, à monter des événements plus ou moins sophistiqués et à passer du bon moment. Donc ça, c'est l'idée de base. Ça a commencé au début avec l'aventure Figma en Californie, puis ça a essaimé. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 communautés qui sont réparties dans le monde entier. Il y a des communautés qui sont par ville et des communautés par thématique. Les Friends of Figma sont bâtis autour de community advocates. Ce sont les personnes qui ce soir ont œuvré pour qu'on puisse se parler et se réunir. J'y reviendrai. Et surtout, c'est un mouvement qui est extrêmement vital, vitalité, je ne sais pas comment dire, pardon, vivifiant, très divers, très varié. Là, vous avez quelques exemples de ce qui s'est fait ces 3 derniers mois. Donc, vous avez dit, ça peut aussi mettre des happy hours, on prend un verre, ça peut aussi être des associations entre différentes communautés Friends of Figma. On a aussi eu des collaboration hours, c'est juste on ouvre un fichier FligJam et puis on travaille sur un sujet ensemble. Du speed networking, des sujets un peu plus élaborés comme ce soir. Et puis on a même des événements actuellement à Kiev, là vous voyez le 20 octobre, en virtuel. Donc c'est vous dire si c'est dynamique. Alors maintenant, je fais une toute petite digression. Figma en France, on a une petite équipe, les bureaux ont ouvert il y a quelques mois et on est aujourd'hui à peu près, je dis à peu près, on ne sait même plus, on est 13 et on va bientôt être 14 puisqu'on va avoir une design advocate qui nous rejoint dans très peu de temps et on a vraiment hâte. Ce sera la personne qui sera enfin apte à parler design avec vous parce que nous, on est plutôt un bureau marketing commercial et notre ambition aujourd'hui, c'est d'accompagner l'émergence du product design et surtout de faire en sorte que dans les organisations, on soit enfin bien équipé avec les bons plans Figma, avec les personnes bien formées. Alors, ce soir, on est là donc grâce à 3 community advocates et j'aimerais les accueillir, parce qu'ils ne parlent jamais d'eux. Donc, Hugo, Pierre-Antoine et Hugo, si vous pouvez vous montrer. Venez, je ne vais pas vous laisser vous assis. Ils sont hyper humbles, ils se montrent jamais, donc c'est aussi pour ça que j'insiste. C'est l'une des communautés les plus actives qu'on ait chez Figma. Il faut savoir que le boulot qui est fait ce soir, c'est un boulot quand même assez colossal, parce qu'il y a d'abord un travail de sourcing, pour trouver un bon sujet, une bonne équipe avec qui parler. Ensuite, on discute du lieu, il faut faire toute la logistique pour réussir à créer un événement hybride, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, merci à vous. Vous êtes vraiment le cœur de la communauté, donc vous faites énormément pour Figma, et vous n'êtes pas Figma pourtant, donc c'était normal que ce soir on vous dise merci. Et je tiens juste aussi à ajouter que du coup, c'est pas forcément quelque chose d'aussi incroyable. Friends of Figma, ça peut aussi être juste on prend un pot ce soir à 21h qui veut venir. Voilà. Donc merci de faire aussi costaud. Ah non, pardon, j'ai oublié Boris, s'il te plaît, j'en profite. On a Friends of Figma, représentant de la communauté de Cotonou au Bénin. Donc, salut Boris. Très chouette de t'avoir parmi nous et j'espère qu'on va pouvoir faire des événements croisés du coup entre plusieurs Friends of Figma, ce serait super. Et encore une fois, moi je pourrais juste l'idée derrière, ce sera à vous de voir si vous voulez le faire. Merci à Philippe. Merci beaucoup. Merci. Je finis, je suis en train de fondre sur place, donc je fais vite. Devenir community advocate, ça vous intéresse, il y a un petit QR code là, n'hésitez pas. On peut ouvrir des friends un peu partout. Moi, je rêve qu'il y en ait dans d'autres villes de France qui soient pas forcément aussi actifs que ce qui se fait à Paris, mais qui existent. Donc voilà, il y a des belles communautés, parce qu'il y a des belles écoles de design à Nantes, à Marseille, et dans d'autres villes de France, donc ce serait chouette qu'il y ait des communautés qui sortent. Et puis j'en profite pour faire un peu du coup, nous on a un événement, Figma aussi, qui s'appelle From Design to Code, qui va avoir lieu mercredi prochain. Et on va parler de la relation entre le designer et le développeur dans des startups. Donc ça va être un bel event. Et c'est Louis Gou derrière qui nous présente comment est-ce qu'on arrive à optimiser cette relation à travers des fichiers bien faits qui permettent à des designers et des développeurs de se comprendre. Voilà. Et du coup, je vais redonner la parole à Hugo, si tu veux bien. Alors, pour continuer, du coup, merci, j'en profite aussi pour vous remercier d'être là. Aujourd'hui, on accueille l'équipe design de Doctolib, donc merci d'avoir
d'avoir bossé pour nous présenter un peu votre façon de travailler et peut-être les challenges. Moi, je sais pas, je vais découvrir avec vous. Mais en tout cas, merci d'avoir travaillé pour faire ça parce que vous le faites sur votre temps et c'est très très chouette. Donc, il y a un petit QR code pour les feedbacks liés à l'event. C'est bien ça? Ce sera prêt, mais. Ce sera après. Ok. N'était pas censé faire. C'est pas grave. Donc, Doctolib, vous parlez de comment vous scalez le design chez vous, comment vous êtes passé d'une petite équipe à une grosse équipe et comment vous avez fait et sûrement toutes les petites challenges que vous avez dû relever pour ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Hop, 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 hop. Alors, merci. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je commence par un petit hold-up du micro, vu qu'on a déjà teasé mes slides. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait super plaisir. Je m'appelle Jérôme, je suis designer chez Docto depuis 1 an et demi. Et avant, j'étais product designer chez Doctolib également. Et on voulait remercier d'abord Friends of Figma et Figma de nous accueillir ici et de permettre d'avoir cette opportunité de vous présenter ce qu'on fait chez Docto. Et je pense qu'on peut les applaudir un petit coup quand même. Je ne vais pas vous demander si vous connaissez Doctolib. Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà pris un rendez-vous chez Doctolib parce que je crois déjà savoir la réponse. Par contre, je vais vous demander, est-ce que vous vous souvenez comment on prenait un rendez-vous avant Doctolib? Non, on est d'accord. On a tous oublié. Eh bien, en fait, Doctolib, c'est une entreprise qui a bientôt 10 ans. 10 ans, c'est assez court, mais c'est en même temps suffisant pour avoir le réflexe d'aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. On a actuellement 70 millions de comptes, 320 000 personnels et professionnels de santé qui utilisent nos solutions au quotidien. Et pour faire marcher toute cette machine, on est 2700 chez Doctolib. Alors, un petit disclaimer, on avait fait une présentation avec des couleurs, mais visiblement, des couleurs très pastel ne passent pas sur cet écran. Note pour plus tard. Est-ce que vous savez le nombre de produits qui sont proposés par Doctolib? 6. Merci beaucoup, sur votre droite. 6 produits proposés par Doctolib. On a l'agenda Doctolib, qui est le produit phare qui existe depuis 2013 et que vous connaissez en tant que patient quand vous prenez un rendez-vous. Donc, on a son pendant, bien sûr, côté B2B pour les médecins et les personnels de santé. Un autre outil qui s'appelle Doctolib Médecin, qui permet de gérer son cabinet, gestion médicale, création de fiches patients, prescription, facturation. Entre autres. Doctolib est un outil de communication entre les professionnels et les personnels de santé, outil de communication sécurisé, bien sûr. On parle souvent d'un WhatsApp entre médecins sécurisé. Doctolib Hôpital, qui est une suite complète de solutions dédiées au secteur hospitalier, comme par exemple la préadmission. Et on a également 2 autres produits qui sont des add-ons à cette solution. Doctolib de téléconsultation et un lecteur Doctolib qui permet de lire les cartes vitales, entre autres, pour les personnels qui sont plutôt en mobilité, infirmiers, sages-femmes qui se déplacent à domicile. Ça va? Ouais, cool. Donc, l'hypercroissance, si vous n'avez pas suivi, c'est le thème de ce soir. Comment ça se matérialise chez Doctolib? Comme ça. Vous voyez que là, c'est la courbe de croissance du nombre de comptes patients depuis la création de Doctolib jusqu'à aujourd'hui. Vers 2017-2018, il commence à se passer quelque chose chez Doctolib. Si on fait un parallèle, alors attention, l'échelle n'est pas tout à fait identique, mais si on fait un parallèle avec les comptes de professionnels de santé qui ont été créés, on voit qu'il y a quand même une similitude en termes de croissance. Pareil pour le nombre de Doctolibers qui est embauché pour être aujourd'hui égal à 2700. C'est à ça l'ouverture des nouveaux pays. L'Allemagne en 2016, l'Italie en 2021, parce qu'on n'est que sur 3 marchés, France, Allemagne, Italie. Les lancements produits, donc Doctomation en 2013, le produit initial, ainsi que tous les autres produits. Donc là, on est sur un bon rythme d'1 produit par an, déjà pas mal, voire plus. Et les rachats d'entreprises, Mon Docteur en 2016 et d'autres
compagnies beaucoup plus récemment qui nous permettent d'entrer sur notre marché. Pardon. Pour gérer cette croissance, on a dû adapter notre organisation tech et produit. Et du coup, c'est Raphaël qui va vous en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en effet, on voulait prendre un petit pas de recul avec vous sur l'organisation Adocto telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, en fait, à Doctolib, aujourd'hui, il y a 3 grandes entités en haut de tout. Et donc, il y a la grosse N-Satisfaction. Donc là-dedans, on est sur les métiers plutôt associés au marketing, au business development. HQ, plutôt les métiers associés au RH. Et finalement, Tech, Product et Stratégie. Et du coup, je vous laisse deviner quel département on retrouve à l'intérieur. On va la passer rapidement. Si on zoome maintenant sur l'entité produit, on retrouve ici différents métiers. Le product management, la stratégie, la data et finalement le design. Et enfin, cette équipe design aujourd'hui à Doctolib, on retrouve les différentes expertises qui sont représentées ici aujourd'hui. Donc le branding, le design ops, la user research, le X-writing et le product design. Voilà, c'était juste pour vous mettre un petit peu de contexte. Sur cette équipe design, finalement, nous aussi, on a vécu une croissance assez incroyable, avec une création officielle de l'équipe seulement en 2018, Q1 2018, et on voit que petit à petit, cette équipe s'est structurée autour des différentes expertises. Aujourd'hui, on est un petit peu plus d'une 60aine dans l'équipe, à travers maintenant 3 pays différents. Du coup, on en arrive à notre problématique du jour. Comment accompagner l'hypercroissance de Doctolib en décuplant l'impact design? En fait, là-dessus, l'idée, c'est de pas forcément vous offrir une solution holistique. De toute façon, je pense qu'il n'en existe pas forcément. Mais plutôt de vous montrer un panel d'initiatives qu'on a pu mettre en place au cours de ces années et sur les différentes expertises et avec différents niveaux. Certains vont être très macro et plutôt associés à l'organisation de l'équipe et à la stratégie globale. D'autres vont être plus opérationnels. Voilà, l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu ces initiatives au fur et à mesure de la présentation. Et on va commencer tout de suite. Bonsoir. Amélie, on commence donc d'abord par la User Research. Je suis Head of User Research chez Doctolib depuis 4 mois. Et mon premier challenge chez Doctolib, c'est en effet de scaler la User Research. Ce que je vais vous présenter ce soir, ce sont les premiers leviers identifiés pour scaler la User Research, issus de mes premiers mois d'observation. Mais avant de commencer, un petit tour de User Research. Elle a été créée donc, il y a bientôt 4 ans. Nous sommes aujourd'hui presque 16 user researchers répartis sur nos 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Italie. Et nous travaillons avec nos 2 types d'utilisateurs, c'est-à-dire les praticiens et les patients. Nous sommes une équipe de learners et notre rôle, c'est de comprendre nos utilisateurs, de les connaître, de découvrir leurs environnements et aussi donc, de comprendre leurs pains et leurs frustrations pour pouvoir aider les stakeholders, nos stakeholders, à prendre des meilleures décisions. Côté organisation, chacun des researchers est intégré dans un domaine produit pour qu'il puisse bien connaître ce périmètre produit. Mais il va agir à un domaine en mode service avec les product managers. Donc, il va collaborer avec les product managers, mais ce mode service va nous permettre de bien prioriser les projets. Ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, à Doctolib, ok, je vais recommencer. Aujourd'hui, à Doctolib, on se rend compte que notre organisation actuelle ne nous permet pas en fait, de répondre à toutes les demandes que nous avons. La user research est un rouleau d'étranglement et on ne peut pas informer toutes les décisions qui nécessiteraient d'avoir la user research pour les dérisquer. Dans toute entreprise, que ce soit Doctolib ou autre entreprise, il y a plus de decision makers
que de personnes, que de user researchers, que de learners, qui vont permettre de décider ces décisions grâce à plus d'informations qui viennent des utilisateurs. Donc, c'est normal d'avoir ce boulot d'étranglement. Et donc, la question, c'est de se dire, est-ce que notre manière de user research aujourd'hui est la bonne manière pour atteindre notre objectif final, qui est d'avoir une entreprise complètement centrée utilisateur. Notre approche de la recherche. Et pour ça, je me suis inspirée de certaines initiatives de la team qui étaient assez successful, on va y revenir à la fin, pour identifier donc, ces 4 leviers pour scaler la user research. Tout d'abord, adopter un nouveau mindset. Pour être sûr que la voix de l'utilisateur elle soit prise en compte, elle soit bien de Doctolib, c'est important qu'on soit impact dès le début d'une recherche. Et donc, on ne s'arrête pas à la création d'un site et à le partager à nos PM. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire vivre au sein de l'organisation pour l'expérience utilisateur. Et ça va être de faire évoluer notre mission. Pour éviter le goulot d'étranglement et d'être une barrière entre ou les designers et nos utilisateurs, l'idée, ça va être d'ouvrir les portes de la user research. Et pour ça, donc, on va continuer nous-mêmes, donc à être des learners, à apprendre, inspirer, créer de l'impact. Mais on va aussi également profiter et mettre à profit notre expertise auprès des Doctolibers qui ont besoin de la recherche pour informer leurs décisions, en construisant une culture d'apprentissage. Pour mener à bien cette mission, d'adapter nos 3 rôles, nos rôles chez Doctolib, et d'avoir différents niveaux d'accompagnement. Donc, on sera learners, nous allons donc gérer nos projets de A à Z, on va continuer à informer les décisions, mais après, nous pourrons avoir un niveau d'accompagnement, un niveau d'involvement, en étant coach et soutien, en répondant aux questions qui ont besoin de faire la recherche. Et finalement, pour supporter tout ça, on va dessiner l'organisation. Nos researchers qui sont intégrés au sein du domaine produit vont continuer à l'être, mais vont collaborer beaucoup plus avec les product managers pour être vraiment intégrés au sein de toutes les feature teams du domaine. Ensuite, de recruter un rapid researcher, petit moment pub, un rapid researcher en France pour de coach et de soutien aux Doctolibers. Et finalement, accélérer la structuration de notre équipe en engageant un UROps. Les principaux challenges et qui ont été en fait des initiatives déjà lancées au sein de la team. Donc, pour vous les illustrer, le premier challenge, c'est de démocratiser la recherche, donc de permettre à d'autres Doctolibers de pouvoir faire de la recherche auprès de nos utilisateurs de manière safe et qui sont en confiance pour le faire. Ici, vous avez un exemple de notre... nous utilisons Maze. Nous avons créé des templates pour les product managers et les product designers afin qu'ils puissent tester leurs prototypes, entre autres. Le deuxième challenge que nous allons avoir, c'est de gérer ça va être d'autant plus important les portes de la recherche à d'autres Doctolibers. L'enjeu va être de pouvoir stocker, ranger, mais aussi rendre facilement accessible toutes nos connaissances. Et ici, avec nous, on dit Dovetail comme outil comme report. Et enfin, le challenge, ça va être le recrutement des participants à nos recherches. Faciliter ce recrutement, mais aussi à la qualité les bons participants à chaque. Et si vous avez un exemple de notre communauté qui est un grand levier de recrutement que nous avons, donc la communauté, il s'agit d'une plateforme sur laquelle nous pouvons poster des appels à projets et les médecins notamment peuvent s'inscrire à ces projets-là. C'est un bon moyen de recrutement. Donc voilà ce qui nous attend côté user research pour les prochains quarters afin de commencer à scaler notre pratique. Et Mike va me présenter.
Merci, Amélie. Comme Amélie, j'ai rejoint Doctolib d'un an. Du coup, je pense, entre ces expériences et mes propres expériences. Je suis manager de l'équipe UX Writing, ce qui est une petite équipe. Merci pour les couleurs pastel, encore une fois. On est 4 UX writers par rapport à une trentaine de product designers, autour de 70 managers et feature teams. Et ce qui était le plus important pour moi quand j'ai rejoint, c'est que quand tu commences un nouveau job, observer les gens, comprendre comment les gens travaillent. Je sais que je vais collaborer avec eux, comprendre un peu la personnalité de ces gens, les méthodes, etc. Et ça, c'était encore plus important pour moi en tant que manager, parce que j'ai dû un peu découvrir comment je peux soutenir. Et mes premières observations, c'est qu'on travaillait un peu en mode service desk. Du coup, à l'équipe UX Writing, tout au milieu. Avec les feature teams, c'est un peu angoissant comme ça, mais avec les feature teams qui nous balancent les demandes un peu en permanence. Ça peut être au travers des requêtes Asana, avec un deadline qui est déjà prédéfini. Aussi, ce qui est sympa, vraiment, parler avec les gens. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que souvent, ils ont invité toute l'équipe UX Writing. Enfin, elle n'est pas une grande équipe, mais ils ont invité tout le monde. Du coup, ça m'a montré qu'il y avait quand même quelques points de vue, notamment sur l'ownership par rapport au projet. Les gens ne savaient pas qui allait bosser ce coin, en fait. Aussi, à cause de ce mot ownership, on n'était pas inclus dans les rituels. Les features de mail, on n'avait pas de points réguliers avec les pairs. Aussi, nos propres deadlines. On ne pouvait pas toujours d'un projet à l'autre en tout le temps. Et du coup, c'est ensemble. On voit que l'équipe n'était pas. Du coup, comment faire? J'avais quelques idées. Alors, soit on garde même, mais j'essaie d'optimiser cette manière de travailler. Soit on essaie de un domaine, et du coup, chaque personne au sein de l'équipe de UX Writing allait bosser avec certains domaines. Ou soit en UX Writer, parfait. Si on fait ça, je dois recruter à peu près 60 personnes dans mon là, on va voir pour l'année prochaine. Et du coup, tout était un peu simple. On est allé restructurer pour essayer d'avoir un meilleur projet et aussi pour être plus intellectuel. Alors, le bilan, par rapport à ces deux points-là, c'était un succès, mais pas tout à fait. Ça, c'est pas grave, hein, c'est des apprentissages. Un des défauts par rapport à cette structure, c'est que chaque UX Writer bosse avec plusieurs domaines en même temps. Du coup, aujourd'hui, on est un peu surmené par le nombre de demandes qui nous arrivent. À cause de ça, on n'est pas, ça arrive, mais on n'est pas systématiquement inclus dans la phase de discovery. Et ce qui est particulier par rapport à Doctolib, et peut-être pas dans d'autres boîtes, l'UX Writing, c'est qu'on n'est pas uniquement UX Writer. Les de l'équipe font la production aussi. Du coup, ils ont ces deux casquettes. Parlant de, je pense qu'il y a quelques casquettes Figma en dessous, les chaises là, mais ça c'est pour après. Et du coup, ça c'est un peu les particularités. Mais j'ai quelques idées en place pour mieux structurer l'équipe pour l'année prochaine. Déjà, ça c'est vraiment par rapport à la priorisation des projets et aussi qu'est-ce que c'est vraiment le scope dans l'UX Writer chez Doctolib. Empower les autres, notamment les PM et les product designers, à monter en compétence pour l'UX Writing et aussi améliorer nos process, surtout par rapport à la localisation. Je vais aller un peu plus en profondeur
par rapport à l'empowerment, surtout parce que j'ai plus de place. Du coup, là-dessus, on a vu en Q1, probablement en Q1 aussi l'année prochaine, mais aussi pour à long terme. Et en de formation sur l'UX Writing, qui va être surtout product designer, PM, mais aussi on a mis en place des office hours, ce que j'ai nommé les content clinics. En fait, c'est les moments dédiés 2 fois par semaine où n'importe quel personne peut booker un créneau avec nous et passer ensemble sur le projet pair writing et pair design. Et aussi, je vais mettre plus de ressources vraiment au centre de Figma. On a pas mal de guidelines dans notre design system aussi. Mais enfin, je pense qu'il y a pas mal de product designers ici. Vous n'aimez pas trop quitter Figma quand vous êtes en train de travailler. Je comprends. Du coup, en fait, je l'idée de plus de ressources UX Writing au sein de Figma, dans notre glossaire, et on va voir. C'est le but. Maintenant, je passe le micro. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Je me suis présenté tout à l'heure. Je suis product design manager chez Doctolib depuis 3 ans. Je suis arrivé juste avant le premier confinement. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Et j'ai accompagné l'équipe sur son scale. À l'époque, on était peut-être 4 product designers. Aujourd'hui, une trentaine. Ce que vous voyez là, du coup, c'est par exemple de courbes chez Doctolib et la deuxième, le nombre de product designers. Quand on regarde comme ça, c'est vrai que les deux courbes se suivent plutôt bien. Mais ce qu'on aperçoit, c'est quand même des graphiques qui sont assez différents entre 2018 et aujourd'hui. Du coup, on se retrouvait avec 0 par feature team, puis 0,4, aujourd'hui 0,6. Notre objectif, c'est de tendre vers donc un product designer par feature team. Ici, j'ai compté uniquement les demandes de l'aide du design de manière récurrente. Du coup, ce que je viens de vous dire, et ça nous permettrait évidemment d'éviter le bug de la delivery par le product design. Et pour encore un petit peu de... qu'on puisse faire 100, un product designer par feature team. Et c'est du coup de scaler notre manière de travailler pour différents objectifs. Tout d'abord d'améliorer l'activité de chacun des product designers, pousser au maximum de ce qu'on peut, de chacun des product designers parce que finalement il est plus rapide en d'assurer une meilleure user centricity au sein de sa feature team avec l'expertise du design. Donc 4 leviers que je vais développer à appliquer, mais plutôt de vous montrer un éventail d'initiatives qu'on a pu mettre en place ces dernières années et qui sont ciblées sur des piliers de collaboration, de rituels, de méthodes et de process et finalement d'organisation. Donc on ne peut pas fait parler de collaboration. C'est vrai que ça a été un game changer au moment du premier confinement où finalement on a vu que ça nous a permis entre designers, mais stakeholders au quotidien. Avec nous, directement dans les fichiers, ils ont accès à la source en permanence. Et on peut aussi organiser les fichiers d'une manière qui permet finalement de simplifier l'organisation. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais en tout cas, dans Figma, on a une organisation qui rend aussi le produit finalement plus clair. Deuxième initiative, c'est de mettre en place des weekly design au sein de chacune des feature teams où le product designer est un Kanban
Et finalement, l'objectif, donc on a un Kanban sur Asana, mais l'objectif finalement de ce weekly, donc il est multiple. Le premier, c'est d'être sûr que les on circule. Le deuxième, c'est d'être sûr aussi que les sujets sont validés, sont itérés, discutés. Et enfin, le troisième, c'est de définir un workflow clair pour la semaine à venir. C'est un format qui a fonctionné sur Team. Besoin parce que certaines collaborations avec des PM sont peut-être un petit peu différentes. En tout cas, c'est un outil qui permet, quand on a besoin de structure, de le dédier à des discussions design, le temps d'adresser ces sujets. Si on dézoome un petit peu, une autre initiative qui a facilité la collaboration, s'approprier un petit peu la roadmap produit, très axée sur le design. Ici, finalement, vous voyez qui sont dans la roadmap produit, mais qu'on a tels qu'ils sont prévus dans la roadmap produit, sûr de bien anticiper des temps de conception qui sont souhaitables. Et vous voyez du coup en couleur les différentes phases, différents timings, en fonction du projet, encore une fois. Et ça, c'est une roadmap qui est partagée du coup aussi avec le produit pour bien leur faire se rendre compte de à quel moment ils doivent nous, à quel moment ils doivent, finalement mieux leur mettre en tête et mieux les éduquer sur le timing qu'il faut pour un bon design. En ce qui concerne les rituels, pour lequel j'avais été convaincu aussi de venir à Docto dès le début, le fait que les mardis, je ne vais pas détailler tous les rituels, les mardis et les vendredis, le matin, pour uniquement centré sur le design. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, de garder l'échange entre designers, de clés si on veut assurer une bonne consistance, en fait, pour assurer la qualité de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui en découlent finalement. Mardi matin, échange sur le design system. Donc, le design system manager nous fait une update de toutes les nouveautés qui ont eu lieu cette semaine. Et en fait, il y en a toutes les semaines. Et on va discuter aussi nouveaux besoins et peut-être ensemble à ces questions-là. Le domaine workshop, ça va plus être au sein des product designers d'un domaine en particulier, en moyenne product designer, pouvoir avoir un temps sur leur sujet, les sujets, et pouvoir se faire une vidéo. Et enfin, le vendredi, du coup. Le vendredi, on a le c'est un créneau bloqué dans l'agenda d'aller solliciter n'importe quel collaborateur de l'équipe design, qui eux aussi. Et ça permet finalement encore une fois, de favoriser les échanges entre les en ayant ces créneaux de bloquer pour le faire. Et du pair design entre product designers, bien évidemment. Et enfin, la feedback session, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore testé, mais que je vous partage quand même. Mais l'idée ici, le designer c'est particulier et recevoir du feedback asynchrone pour éviter que les discussions ne deviennent trop complexes. Donc asynchrone, on ne sait pas encore exactement comment on va le faire, mais il y a plein. En tout cas, l'idée, c'est que la personne qui aura présenté, ce sera déjà exercé son sujet, en même temps recevra de toute l'équipe. En ce qui concerne la méthodologie, je vais en détail. On a repris un modèle bien connu qui est le modèle double diamant, qu'on a adapté un petit peu à finalement des méthodes très très associées au projet. Et du coup, pour chaque grande phase du projet, et différentes sous-phases et se retrouver aussi de différentes milestones que sont donc le kick-off, le design end-off évidemment, et les user tests qui se retrouvent ici. Pour aider aussi les produits à faire, les outils peuvent être actionnés au sein de leur feature team. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que vous en connaissez certains. C'est un framework. Ce n'est pas la manière dont il faut appliquer
sur chacun des projets, mais plus inspirer et essayer de l'adapter en fonction, encore une fois, du projet pour voilà, améliorer finalement nos méthodes. Du coup, on a les fameux outils qu'on vient de voir sur la slide précédente, Miro, sur lesquels on a fait des templates qui peuvent être appelés et activés directement pour des workshops en remote. Assez intéressant pour être mentionné, et du coup, ça facilite vraiment la création d'un workshop. Finalement, il a juste à cliquer sur le template et il se retrouve avec quelque chose qui est préfiguré avec des règles, etc. On favorise énormément aussi, Clément qui est là en plus, on favorise énormément donc aussi les workshops en présentiel, mais ça a été très compliqué cette année, on le retrouve un petit peu quand même. Il y a les workshops en interne avec les il y a les workshops Manon qui est là aussi et qui, là c'était un workshop qu'on essaye de faire rentrer en co-création. Les process, on a une librairie sur Confluence sur laquelle on essaye de petit à petit et renseigner des process qui peuvent servir à la fois aux nouveaux, mais aussi qui peuvent faire un rappel efficace ou même un nouveau process. On a besoin d'avoir cette page Confluence. C'est aussi une belle vitrine parce que ce Confluence est partagé avec et finalement d'avoir de très bien structuré à ce niveau-là, ça peut aider par exemple les développeurs à mieux connaître la manière dont. Je vous donne deux exemples comme ça. Mais par exemple, on a Emily cette année un process de end-off, donc c'est une hybride en Figma qu'on peut appeler très facilement pour ensuite finalement spécifier. Plus lui réfléchit, plus à comment le design peut s'intégrer à la QA et améliorer de ce qu'on livre avant même sa sortie en prod. Et là, l'idée, c'est du coup d'avoir, ce que Maxime a fait finalement, c'est de définir une d'échange avec les développeurs et une méthodologie associée. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que si le projet n'existe pas et qu'on identifie un besoin, n'importe qui l'équipe peut finalement le créer et l'initier et le créer. Alors, là-dessus, je ne vais pas détailler plus que ça parce que Jérôme va prendre la parole dans 1 minute. Mais voilà, Oxygène Force, ça a été quelque chose qui a permis d'améliorer la consistance de tout ce qu'on fait là, et encore une fois, et de l'améliorer en continu. C'est Jérôme qui a détaillé ça. L'organisation, cette année, on a réorganisé un petit peu l'équipe, forcément, avec cette croissance, il a fait un nouveau format, et ce qu'on a, c'est une pro des gens en interne vers des postes de manager qui sur des. Et c'est une réorganisation qui s'est très je crois. La suite sur tout ça, l'idée c'est vraiment, pour conclure, qu'on met en place très souvent des sessions de non pas longtemps là, mais l'idée c'est que toute l'équipe puisse collaborer, dire ce qui va bien, dire ce qui ne va pas, identifier ensemble peut-être de nouveaux process, identifier ensemble des améliorations de rituels. Donc vraiment d'être sur cette dynamique d'échange pour améliorer tous ensemble ce qu'on fait. Et c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole. La façon dont on a adressé le scale côté design system, rien, je ne vous cache pas. On a capitalisé sur les outils et contributeurs. Notre design system, il s'appelle Oxygène. Vous pouvez y accéder à cette URL. Tout est public, pas caché. Mais avant, je vais vous faire une histoire sur le design system parce que ça a une petite importance pour comprendre les auxquels on fait face. Doctolib date de 2013. Le design system date de novembre 2019, le début du design system. En gros, il y a 6 ans de néant avant. Alors, néant, je suis un peu dur, parce qu'en fait, il y a nos développeurs qui avaient une sorte de UI kit de leur côté qui n'était pas
obscur. Aucun des pieds dans ce fichier, on est d'accord. Fin de task force se met en place, on a un consultant design qui vient nous aider, on a quelques développeurs et ce petit groupe pour les fondations du design system, les composants de base, les quelques gains. Voilà. Fin de mission de ce consultant. Plus aucun ownership côté design. Donc là, on a une phase où beaucoup de les quelques designers qui étaient dans la task force deviennent System Guild. En gros, ils retournent dans le feature team, ils nous aident quelques heures par semaine. Quand je dis quelques heures par semaine, c'est 0 heure par semaine. Donc en fait, ça avance pas des masses. Il se passe 1 an où on avance vraiment un tout petit pas. En 2021, je deviens designer. J'étais product designer avant. J'en profite, hop, je vole l'ownership du design system. Je prends avec moi. Donc, côté design, je clean un peu la situation, je mets en place des process, je synchronise bien sûr avec les développeurs de la System Guild. On avance un tout petit peu plus vite. Début de j'ai la chance d'avoir un développeur temps plein, un designer, product designer temps plein avec moi pour travailler. Et avril 2022, donc c'est assez récent, on est officiellement une feature team avec un engineering manager qui nous aide à mi-temps. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir, très simple. La gouvernance de notre design ultra flottante, on va dire, est beaucoup de confusion. On a actuellement pas mal de développeurs qui ne savent pas trop comment ça marche. On ne sait pas trop à qui s'adresser. C'est un peu compliqué. Début 2022, on va partir de là. On a même pas mal de points faibles. Et notre plus gros point faible, c'est celui-ci, le ratio. Bon, et demi. Je travaille en gros à 50% pour le design system, 50% pour la partie ops. Franchement, développeur et demi pour 300. C'est là où le bas blesse. Là, c'est chaud. On est d'accord que qui font du dev tous les jours, alors qu'on n'a qu'une seule personne qui gère le design system, c'est vraiment. Deuxième point faible, la dette. De nos composants officiels, les composants qui sont développés sur Storybook, qui sont passés dans les mains de notre développeur ou de la Design System Guild, pardon. Mais on a aussi une grosse partie de composants legacy. Les composants legacy, c'est des composants qui datent avant le design system, qui n'ont jamais été faits par, mais qui sont encore utilisés de nos jours et qui sont même, je veux dire, implémentés par des développeurs encore aujourd'hui. Parmi ces composants, c'est les composants legacy pour lesquels on est natif côté design system, où c'est un composant qu'on a, mais seulement personne n'a jamais eu le temps de migrer ce vieux composant avec le nouveau. Ça représente une infinité de toute notre base. Énormément de code totalement custom. Mais ça serait trop simple. On a les drifts. Les drifts, en gros, c'est les différences entre nos composants développés, et nos guidelines. Et ça, juste, qui est partagé par pas mal de gens. Concret, on a récemment découvert Storybook. Donc, Divider, c'est juste un. Sur Storybook, on a des propriétés pour changer. Il a 3 couleurs possibles. Une couleur possible, qui n'est pas une des 3 couleurs de Storybook. Donc, et les guidelines, on avait 2 couleurs, je crois que c'était une un peu étonnant. Imaginez un développeur qui tombe sur qui voit que c'est un divider, cool, je vais le chercher sur Storybook. Ah oui, mais celui de Storybook, il n'a pas la même couleur. Je vais voir dans les guidelines. Ah ouais, mais ça ne marche pas non plus. Les guidelines sont différentes. Donc là, le développeur, s'il est plus senior, il va peut-être aller voir avec le designer, trouver une solution, comment on fait. Un petit custom, et puis ça ne verra pas trop. Et là, on crée de la. Les process, c'est simple, il n'y en a pas en 2022. Donc c'est un gros point faible. Pas d'ownership, pas de process, pas de contribution. Donc en gros, quand quelqu'un a une demande, il commit.
Dernier point faible, et puis on va s'arrêter après 5, c'est déjà pas mal. Les attentes. Feature Team, elle est officiellement née. C'est un petit peu parce qu'on a avec le développeur, on était beaucoup actifs à faire. À partir du moment où on a eu cette ownership, il y a eu beaucoup de part des designers, beaucoup plus de questions, beaucoup plus de questions également des développeurs. Du coup, nous, on n'était pas très nombreux, donc on ne peut pas tout traiter. De demande, plus on le communique, les développeurs, tu peux appeler. Donc plus on traite de demandes, plus on en reçoit, mais plus on en reçoit, moins on en traite. Et moins on en traite, plus ça crée de la frustration. Ça s'appelle la définition du cercle vicieux. Donc ce qu'on a mis en place en 2022, un nouveau modèle de contenu, des canaux de communication, des documents plus accessibles et des process. Et depuis, tout roule super bien. Ben non. C'est pas ça la vie. On est d'accord. Côté Team Oxygène, on fait ça. On a vraiment l'impression d'avoir galéré et de s'être un peu jeté dans le réel. Et en fait, par contre, on est perdu. C'était une année pour nous, segments, et on en retire des enseignements. Et c'est également des enseignements pour Doctolib, je dirais. Le premier, c'est qu'à 4, on n'est pas assez fort. Et si on était 8, on ne serait toujours pas assez fort, puisqu'on serait 600 développeurs et 60 product designers. On n'avait pas vraiment de stratégie. Une demande, on répond. Une demande, on répond. Aucune stratégie. Et 3, qui est ultra important, pas trop d'appui en interne. C'est-à-dire que le design system, ça n'a jamais été trop priorisé. On en parle un peu comme ça, ouais, c'est bien, mais ça n'a jamais été trop priorisé. Par contre, comme on a quand même fait pas mal de bons, aider des gens à aider les designers, à dire qu'on a besoin un peu de monde avant. En fait, on a vraiment mis en lumière c'est un point clé, la scalabilité du développement et de l'architecture globale d'un produit. Pas de design system, bon courage si vous voulez updater votre produit plus tard. Donc on s'est dit, l'IDS, et on va se baser, parce que nos équipes, comme vous avez pas mal de monde, avec nos 300 développeurs, j'ai une image qui est très similaire à la tienne, Mike. Notre objectif, c'est plutôt de tendre vers cette de gauche. L'idée, c'est de passer d'un groupe, oui, gauche pour moi. L'idée, c'est de passer d'un groupe qui peut, enfin, une sorte d'objet, à un groupe, un support, et faire en sorte que cet objet devienne un bien commun, que tout le monde y participe. Ce qui se passe actuellement, côté Team Oxygène, produit, je ne vais pas dire qu'on fait plus. On est là en support, empower un peu les développeurs et les designers à créer les composants, les complexes, on assure beaucoup de sujets transverses, mais on aide vraiment les designers. Un designer qui a un besoin très spécifique, un besoin qui n'est pas dans le design system, va un peu bosser son sujet, va faire le. D'autres designers qui ont des besoins identiques, ils vont venir nous voir, on invalide un peu la demande, on challenge pas mal. Ce designer devrait être développeur de feature team, et le développeur va voir si le dev du composant peut être pris pendant le sprint. Ça, c'est la logique. Je dirais, c'est comparé à Frodon. Vous savez, Frodon. Merci, Dom, pour la. Je pense que c'est un rapport avec les cheveux. Et Frodon, surtout, il a une mission qui dépasse vraiment. Si tout seul, il n'y arriverait pas. Donc, il s'est entouré d'une communauté de gens qui vont l'aider. Et en gros, nous, on est vraiment on veut s'entourer de gens qui ont des spécificités et qui peuvent nous aider. L'avantage, c'est un anneau dans un fichu volcan. Nous, notre boulot, notre objectif,
c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait un design system ultra efficace, très scalable, et qu'on ait une très bonne adhérence du design system, que ce soit côté dev ou côté développeur. Sur les équipes, c'est simple, ça, mais ça, il faut pouvoir les autonomiser. Autonomiser les outils, la formation. Donc le temps, de trouver le temps de le faire. C'est le problème des product designers. Par contre, on est là pour toujours en support. Donc, c'est pas vraiment. Les outils que vous parlez et la formation, c'est le next. Ce sera sur le prochain quartier, la suite après. Déjà, on va parler outils. On a quand même pris le temps, entre 2-3 tickets Jira et des demandes sur Slack, de créer des outils. Et on a compris une chose, et je crois que c'est Mike qui l'a dit tout à l'heure, ils n'aiment pas trop quitter Figma. Donc, on a développé un plugin. Ce plugin-là, qu'on appelle OxyScan, nous permet de mesurer la compliance des designers pour les shipper aux développeurs. 2,8%. Par la slide précédente, je suis un peu nul au niveau compliance design system. L'avantage de ce plugin, il permet aux product designers d'avoir un design super clean et d'éviter les confusions qui arriveraient par un product peut-être amené pendant son itération à avoir des idées. Il va faire un rectangle sur Figma, mettre des bornes, des corner radius, il va mettre une shadow, il s'appelle une card. Et il se peut que ces itérations, puis ce rectangle, il reste dans le design. Grâce à ça, on peut le flaguer directement au designer de le remplacer par une card avant de faire le hand-off pour le développeur. Deuxième ça s'appelle X-Ray. Cette extension, elle nous permet d'analyser la qui est production. En gros, vous naviguez sur Doctolib et ça vous montre les composants qui sont composants legacy, les composants dépréciés. Vert, le composant du design system, rouge déprécié. Là, je suis sympa, je vous ai mis un écran comme ça dans la vraie vie. Plutôt le contraire. Troisième outil, et ça, c'est pour nous, ça a été fondamental. Avant, avec nos composants, cette fameuse, ce UI kit dont je vous parlais, deuxième point d'entrée. Troisième, Figma. Nos guidelines qui sont sur 08, oxygène.doctolib. Donc pour un qui n'est pas trop averti, un peu compliqué de s'y retrouver. Pour un designer, c'est pas forcément évident. Donc la chose qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé, enfin on l'a pas supprimé, mais le UI kit, on a remonté tous les composants legacy dans Storybook. Tous ces composants que les designers ne peuvent même pas voir. C'est-à-dire que maintenant, même un designer peut même voir un composant legacy dans Storybook. Ce qui est top. On peut reprendre un composant et dire à la développeur, moi je suis là, maintenant il faut qu'on le bosse un peu. Et le process de validation par la team Oxygène, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Améliorer les propriétés de nos composants. C'est-à-dire que maintenant, il y a des contrôles. Un développeur peut voir toutes les propriétés des composants, changer de couleur, on peut jouer avec le composant sur Storybook, chose qu'on n'avait pas avant. 08 Guidelines et Figma. On s'est rendu compte que les designers trop Figma, ils aiment bien Figma. Et l'importance des guidelines sur 08, elle n'était pas très simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met toutes nos guidelines directement dans Figma. Et le Figma, on le réimporte dans Storybook. Maintenant, un développeur, n'importe qui chez Doctolib peut aller sur Storybook, voir les composants live, les composants legacy, voir le composant Figma. Un point d'entrée. On dirait pas, mais c'est super cool. En fait. Ça. Dernier outil qu'on a fait, un widget Figma. Widget qui nous permet d'évaluer la qualité du composant et, on va dire, d'indices de confiance sur le composant. Plusieurs aspects. La qualité
lui-même, est-ce qu'il est modulaire, est-ce qu'il est, je ne sais même plus, est-ce qu'on connaît tous les problèmes qu'on a avec ce composant, est-ce qu'il est en accessibilité, par contre, pardon, est-ce qu'il est la documentation est à jour, est-ce qu'on a les dernières propres features qui m'aiment bien faire des mises à jour toutes les 3 semaines qui sont trop cool, mais et ce widget donc, nous donne un indice de confiance, une note, et on a son pendant côté dev. C'est-à-dire que quand on regarde un composant, on peut voir si le craft côté Figma et le craft côté dev, qualité, est-ce qu'on... Et l'avantage avec ces outils, c'est qu'ils nous génèrent de la data. Tous ces outils nous remontent de la data dans un dashboard. L'Oxyscale, il nous remonte des data sur la compliance des designs shippés par nos product designers directement dans notre dashboard. C'est encore en cours de dev, mais l'idée, c'est que ça soit dedans très prochainement. Et le widget Figma, pareil, nous remonte les données. Avec toutes ces données, on peut vraiment flaguer les problématiques. Si on voit à travers les stats d'Oxyscale qu'un souvent détaché, peut-être que le product design est mal, peut-être qu'il est mal foutu le composant, tout simplement. Ou peut-être qu'il ne répond pas au... Si on voit à travers les stats du widget, il y a une note qui est assez côté Figma. S'il a une bonne note, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un autre souci. S'il a une mauvaise note, donc il faut qu'on priorise au niveau de la maintenance ou de la migration. Voilà. Du coup, je suis sympa de venir avec quelques mots. L'effet positif de tous ces outils qu'on a mis en place. Et cette démarche qu'on a eue, c'est que maintenant, on est plutôt un peu comme les gardiens. Avant, les développeurs avaient parlé, mais ils osaient trop. Donc, ils se disaient, on va plutôt faire du custom. Maintenant, on a des développeurs et des designers qui sont beaucoup plus qui viennent nous voir, qui nous consultent et qui nous proposent des choses. Oxygène, c'est un commun. Ça responsabilise un peu nos équipes. Je pense qu'aujourd'hui, un développeur sera moins enclin à faire de custom qu'il y a 1 an, par exemple. Et du coup, pour nous, les next steps, ce sera la formation primordiale qu'on n'a pas trop adressée, parce qu'on est avant, bien sûr. Une set d'ownership partagé. Ce n'est pas la team design system qui crée les features, c'est le besoin de créer les features. C'est les product designers, quand ils ont besoin d'un nouveau composant, peut-être que c'est valide ou non. Toujours est-il que si c'est valide, très bien, à la feature team de le faire, à la honneur sur ce composant. Et mieux exploiter la data, parce que pour nous, c'est intéressant. Et voilà. Très bonne conclusion. Merci. Du coup, moi, c'est Alizé. Je suis libre designer chez Doctolib depuis un peu plus de... Et ce soir, je vais vous parler de ce qu'on a mis en place côté brand design pour accompagner la croissance de Doctolib. L'identité visuelle, elle est vraiment basée sur les illustrations, que ce soit en communication interne, communication externe, réseaux sociaux, dans le produit, sur l'e-book. Donc, quand les équipes de forcément plus de demandes pour notre équipe. Et donc, ça a été lié à beaucoup plus de demandes d'illustration. Et il a fallu trouver des choses à mettre en place pour répondre à des problématiques. La première problématique pour les brand designers, c'était de partager mieux nos ressources. On a notre équipe, donc tout le monde ne savait pas où étaient rangés les fichiers. C'est assez compliqué de s'y retrouver. On a ensuite une problématique pour les product designers, par accès à toutes les illustrations qui existent pour pouvoir les implémenter facilement dans le produit. Enfin, pour le Doctolib, les équipes marketing essentiellement et les équipes de communication interne, avoir accès à toute notre utilisée dans la présentation interne, assets sur lesquels ils sont autonomes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait
pour les équipes de brand design, ça paraît assez bête, mais à l'époque, on travaillait par exemple pour un emailing, pour le marketing. On rangeait ça dans marketing, peut-être la date du jour, et puis finalement, ça peut réutiliser. On ne savait jamais. Donc, on a tout simplement créé un fichier illustration au dossier ressources dans notre drive. On a rangé toutes nos illustrations avec le plus logiquement possible. On a itéré beaucoup de fois pour savoir quel était le bon rangement. Donc, dès qu'on crée une illustration pour quelque projet que ce soit, on l'a retrouvée dans ce fichier source. Et ce qu'on c'est d'utiliser des outils qui étaient à disposition pour nous, notamment dans la librairie partagée dans Creative, qui nous permet d'avoir accès en vraiment quelques clics à toute notre palette de couleurs et toute notre palette de gradients, parce qu'on utilise beaucoup nos illustrations. Et là, c'est une petite démo en vraiment deux clics pour vous montrer comment on change de couleur. Et c'est quelque chose qui est hyper utile pour nous parce que finalement, on réexploite souvent nos illustrations. On va nous demander, un médecin qui de changer en un paramédical qui ne porte pas de refaire l'illustration. C'est des petits tips qui sont utiles pour nous. Ensuite, on en a parlé pour les product designers, comme Jérôme nous a présenté tout à l'heure. Leur design system, ils ont choisi comme outil pour l'héberger, donc Oxygène. Et nous, ça nous est paru évident de partager le même outil. D'abord parce qu'on est une seule équipe design globale et que c'est super important pour nous de se retrouver le même outil. Aussi parce que pour nous, les illustrations, design system, donc c'était évident de passer par là. Et comme les deux gars tout à l'heure, notre manière d'intégrer nos illustrations, c'est de passer dans Figma pour les mettre ensuite sur Zetherbox et de créer des composants de toutes ces illustrations pour tous les product designers très rapidement devenir la librairie d'illustration. On en a discuté avec les product designers pour trouver une illustration, vous mettre dans un écran, c'était et sur lequel il n'y avait pas toutes les illustrations, c'est hyper compliqué de les trouver, il fallait télécharger, ça se trouve, on l'a déjà téléchargé 3 fois, puis ensuite il fallait l'implémenter dans le design. C'était vraiment compliqué. Et là, c'est une solution de ne pas sortir de Figma. Encore une fois, pour les product designers, on a créé donc un composant de placeholder d'illustration qui a été utilisé quasiment dans tous les screens des product designers. Ça fait un peu moins d'un an qu'on l'a mis en place. Et là, en quelques clics, comme n'importe quel composant, on peut venir chercher dans toute la librairie. Pareil, le même rangement assez logique qu'on a tout à l'heure et venir switcher d'une illustration à une autre. Et enfin, pour tout le reste, donc comme je disais tout à l'heure, on avait un outil mais pas hyper optimisé, avec très peu de mise à jour, pas grand-chose. Et sans surprise, Oxygène, qui est rangé avec une partie fondation qu'on partage avec tout le design, donc commun à nos experts, et une partie téléchargée et d'avoir accès. Vous avez vu tout le logo, vraiment tout ce qui est ressources de notre côté. Et pareil, pour retrouver le petit dinosaure, même rangement, le plus logique possible. On télécharge les assets. Voilà, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a quasiment 2000 illustrations créées grâce à une super équipe. Nombreuses, on est quasiment 10 aujourd'hui. Et finalement, avoir atteint ce palier-là, ça nous permet aujourd'hui de beaucoup plus de temps à accompagner les équipes. On va les rediriger beaucoup plus sur de l'existant. Donc, on est moins dans l'illustration, beaucoup plus dans l'accompagnement. Et ça nous fait gagner un temps fou. Donc, peut-être de la production de quantité à finalement plus de qualité dans notre accompagnement et nos expertises. Merci. C'est super. La conclusion. Alors, est-ce que ça veut vraiment dire le scale? On pense que c'est ça. La qualité, tu viens de le dire en plus,
Du coup, ça m'aide pour la conclusion. En fait, ça nous a beaucoup plus en proximité avec les autres de Doctolib. Aussi, au sein de nos expertises, on a mis en place des process et aussi les outils comme Oxygène qui étaient tout le monde au sein de l'équipe. Et je pense que grâce à tout ça, on va vers une qualité de production au sein de l'équipe. Mais quelles sont les prochaines étapes? Parce que là, on a vraiment parlé en mode expertise par expertise par expertise par expertise. Je pense que ça va être vraiment plus de collaboration entre ces expertises. On a quand même de la chance d'avoir 5 au sein de l'équipe design chez Doctolib. Du coup, ça va être beaucoup plus et en allant beaucoup plus en profondeur niveau collaboration. Et du coup, si aujourd'hui vous inspire, ou bien sûr la mission de Doctolib, parce qu'il ne faut pas négliger cette mission de la boîte, en récrut, je vous laisse consulter notre site. Notre design director ici, du coup, si vous voulez parler avec lui, n'hésitez pas. Merci encore une fois, Friends of Figma et Figma, de nous avoir accueillis. Vous tous, et aussi, surtout à vous qui sont toujours là à distance. Et notre soir avec nous. Et on a un peu de temps, je pense, je ne sais même pas à quelle heure il est, pour les si jamais. Au final, vous utilisez encore le 08 pour la doc système ou tout est Si vous n'avez pas entendu, c'est est-ce qu'on utilise toujours sur 08 ou est-ce qu'on documente toutes nos guidelines en Figma? En fait, on ne veut pas 08 parce que la brand, writing, et surtout, on a beaucoup de personnes du marketing chez nous qui vont sur The Right pour télécharger du contenu. Donc, on ne veut pas le killer. Par contre, on ne veut plus mettre à jour nos guidelines sur. Et pour nous, c'est beaucoup plus confortable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une librairie de guidelines dont on importe les instances à côté de nos composants. Et ces mêmes instances s'appellent dans 08. Donc, en fait, dès qu'on crée une librairie de guidelines, on ajoute dans notre fichier troupeau et on met à jour le 08 et pouf, ça se fait tout seul. Comme ça, et ça reste surtout public. Tout le monde peut toujours le et c'est toujours à jour. Je voulais juste préciser un petit truc. Ce qui est cool aussi avec le 08, c'est public et que c'est un peu la première. C'était public et c'était un peu l'intention première de public accessible et que finalement ça offre de la visibilité forcément à Doctolib et aussi c'est vrai que ça m'est arrivé personnellement, du coup c'est intéressant de pouvoir discuter de tout ça. Il y a des gens qui ont des questions. Bonjour, allô. Merci beaucoup pour tout, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai des questions spécifiques sur les outils. Là, c'est créé dans le cadre du DesignOps, notamment le plugin. Est-ce que c'est quelque chose de similaire à ce qui est inclus dans la licence organisation de Figma ou c'est quelque chose qui fait... c'est différent? Ce qu'il y a dans la licence organisation, les analytics, bah, c'est bien, mais c'est pas ouf. Désolé. Hein. C'est bien, mais c'est pas ouf. Ça donne des données super froides. C'est vraiment... En fait, ça donne des données sur les composants eux-mêmes. A été détaché 30 fois sur les 30 derniers jours. Ok, cool. Merci. Maintenant, alors c'est déjà un bon... Par le nombre d'instances, par les composants pas utilisés, de voir ceux qui sont tout le temps détachés. Nous, ce qu'on
l'adhérence du design system dans les designs qui sortent. Avec notre outil, on peut une page, on target une page qui est la page des fichiers, enfin du high fidelity. On target cette et on scanne les frames de cette page. Et ça nous dit, il y a tant de frames qui sont compliant, tant de frames. Et comme c'est nous qui certaines choses en place, par exemple, on skip certaines pages, on skip certains objets. Ça arrive qu'il y ait des screenshots qui soient mis de notre produit. Ça, on les skip parce qu'on sait que c'est pas intéressant. Nous, ça ne va pas être développé. Au même titre qu'on a des dater nos designs, de mettre des titres, qui est l'honneur, des choses comme ça, qui sont plus des composants d'organisation. Cela, on les skip. Et il y a un plugin qui faisait plus ou moins la même chose pour votre accès, mais qui est plus maintenu. Donc c'est pour ça. J'ai une petite question par rapport au widget cette fois-ci. Ouais. C'est quelque chose qui est autre. On doit remplir quelque chose sur chaque composant pour qu'il ait sa note. En fait, le widget, on le met. Chaque composant a une. On met un par page. Et en fait, on voyait, il y avait des petits checks. Ça, on a juste à cliquer dessus. Et dès qu'on clique dessus, on a un script automatique qui renvoie la data dans notre dashboard, dès qu'il y a un changement. Donc la vérification, elle est manuelle, mais par contre, ça en data automatique. Ouais. Alors, ça ne change pas tous les jours, parce qu'on les change. Nos composants, on les fait, c'est au cas par cas. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est nous qui le faisons. Enfin, quand je dis nous, c'est... Merci beaucoup. D'autres questions? Merci. Déjà, merci beaucoup. J'ai une petite question concernant Oxygène. Pour la plateforme, c'est pas question de en tant que telle. Vous avez décidé chez Doctolib de mettre à disposition du coup, ces assets. Donc, j'ai deux questions à ça. Déjà, qui a pris la décision chez Doctolib de rendre cette plateforme publique et donc de toutes les valeurs des assets disponibles? Est-ce que tous les acteurs du coup, qui décident leur création et donc leur travail au quotidien sur cette plateforme étaient avec l'idée que leur travail en fait, soit téléchargeable comme ça, librement? Alors, j'ai pas la réponse. C'était... Toi, tu l'as peut-être, Raphaël. Ça m'aiderait. C'était effectivement Michael David qui avait poussé pour que ce soit... Mais effectivement, à la base, il n'y avait pas les illustrations. C'était vraiment uniquement purement design. Après, c'est une volonté de tout mettre... le souvent public, c'est pour le phishing, pour récupérer, créer des faux emails. Mais en fait, c'est donc, autant que ce soit public et que ça serve à tout le monde. C'était un peu ça le mindset. Et... Ce que je remarque là-dessus, je passe des entretiens avec les candidats et le nombre de personnes qui essaient naturellement notre design system. Et je pense que en soi, c'est un outil de recrutement aussi. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation déjà et merci d'avoir ouvert et d'avoir parlé à la fois des choses qui marchaient et puis celles qui ne marchaient pas. Parce que c'est courageux mais keeping it real. Merci beaucoup. J'avais deux questions. J'avais une question et une question pour Raphaël. Tu parlais de rendre en accès plus libre sur Figma les ressources UX Writing. Et j'étais intéressée de savoir du coup si c'était sur un document à part, une documentation à part, s'il y avait des intégrations prévues avec des éléments de composants, notamment de design system, etc. Bonne question. J'ai déjà checklist UX Writing et en soi, on veut le fameux widget dont on a présenté aussi côté composants. En fait, l'idée, c'est le même. D'avoir best practice UX Writing. Donc, on peut mettre ce widget à côté dans l'écran, coche, ça dépend. Sinon, j'explore quand même d'autres plugins qui seraient probablement payants, mais qui seraient des outils aussi pour avoir, j'espère, une intégration de notre glossaire
au sein de Figma. Et en soi, c'est un peu comme c'est dans un que ça m'a écrit à grammaire, etc. Les mêmes choses, mais par rapport à notre glossaire, le but, c'est d'avoir de la cohérence au sein de notre produit et respecter tel terme qu'il faut utiliser. À creuser avec le temps, mais c'est un peu ça la vision autour de au sein de Figma de ma part. Merci beaucoup. Et Raphaël, tu parlais de mieux intégrer les designs, notamment dans la en place de la roadmap, et notamment du fait de conception. Je pense que vous êtes vraiment sur les sujets très macro, très macro. Comment est-ce que Ouais, tu l'as dit grosso modo, en fait, c'est un peu ça. Mais l'idée, c'est aussi de partir du constat qu'en fait, la roadmap, elle aussi, en cours de quarter, elle shift. Mais qu'en fait, elle n'est pas figée au début. Partir de ce constat pour dire que nous aussi, on peut figer une vision de ce que va être ce quarter et respecter en fait le temps incompressible si on veut atteindre l'objectif. De bien faire réaliser ça à nos stakeholders, comme cette roadmap qui est très tech, orientée tech, en proposant le product design. à quel moment est-ce que vous arrivez à vous Justement, enfin, l'idée de partir de la roadmap et de venir évangéliser notre roadmap. Donc en fait, on a ça clair, il n'y a pas de trade-off, c'est juste que chacune des étapes et chacune de nos phases de conception, du temps aussi, et bien faire réaliser que finalement, chaque chiffre, ça va avoir un impact sur ce qu'on avait anticipé nous aussi. Voilà. Et ça fonctionne. Voilà. Outil d'évangélisation, je dirais, de nous aussi, de notre temps de travail. Merci beaucoup. Une question pour le product design, particulièrement sur la structure actuelle. Comment vous marquez les décideurs? J'ai mardi et le vendredi destiné à des échanges purement design. Comment est-ce que vous les avez dédié ce temps-là? Et comment est-ce que vous amenez les designers à s'intéresser et à être présents lors de ces échanges? Très bonne question, en effet. En fait, c'est quelque chose qui était comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a fait venir aussi. C'est un argument pendant l'entretien qui était là. Et je trouvais l'idée très séduisante. Et à chaque fois que j'ai fait des entretiens, en tout cas, et que je présentais, ça évoquait quelque chose. On essaye de préserver un peu une île, voilà, qu'on essaye de sécuriser. C'est pas toujours évident et que, bien sûr, des produits autres que celle-ci, je pense quelque chose qu'il faut préserver. Après, du coup, sur ta question de la mise en place, je pense que j'étais pas forcément là, mais je pense que ça a été tout simplement de bloquer les agendas avec des créneaux dédiés. Et juste après, c'est sûr que l'aide directeur ou qui va aller évangéliser à haut niveau sur ces sujets-là, c'est essentiel. Voilà, réussir à fédérer toute l'équipe autour de cette notion, évangéliser à très haut niveau pour le coup, pour que cette information soit comprise et intégrée par tous. Et après, sur la participation des product designers, encore une fois, mais on essaye de faire en sorte que ce soit le plus dynamique possible. Et on itère très très souvent. En général, on a constaté que tous les 6 mois, on réadapte via des rétros pour garder le truc intéressant et dynamique. Bonsoir. Je vois que vous avez 2700, vous avez énormément de sites sur Teams. Est-ce
c'est assez incroyable, c'est assez du robot. J'ai une question là-dessus. La première, c'est est-ce que pas trop de SEO dans la collaboration et dans la cohérence de votre produit. Il y a des équipes dédiées qui sont honneurs de ces notamment de l'expérience end-to-end pour vos praticiens. Allez, j'essaye. Ben oui, non, mais en fait, il y a l'organisation du produit qui aide à ça. Chaque domaine est honneur finalement de l'expérience sur sa partie de produit ou sur du coup l'expérience de son formation. On a un domaine dédié à l'agenda sur la partie pro, un autre dossier patient dans la partie pro. Donc finalement, c'est ownership de l'organisation produit. On a une partie de ta question et du coup l'autre partie, est-ce que j'ai le ça en fait des silos, effectivement, ça crée des silos. C'est une problématique qu'on a vraiment côté design actuellement. On a des qui sont très récentes, mais aucune n'est identique. Mais on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche sur l'année à venir. Consistance, c'est pas optimal. Si j'ai des solutions, il y a des exemples des équipes de ça. Merci. Et du coup, il y a les rituels qui sont importants, il y a les échanges en fait, l'échange d'informations. Je pense que c'est un truc qu'on ne fait pas assez et qu'on essaye d'améliorer. Mais voilà, que tous les de tous les sujets, même s'ils n'ont pas à deep diver dedans, au moins s'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Voilà, overview sur une manière. Après, le design system, ça aide énormément parce qu'en fait, on est dessus sur un échange. C'est vraiment de ce qu'on délivre. Je me posais la question, comment ça se passe pour vous, la relation entre les product designers et les product owners ou les Bah, bien. il y a pas 3 jours où les product designers c'est ça? 2 matinées en vrai. Le reste du temps, c'est des échanges plutôt orientés feature team. Donc, tu vois, tout l'agenda n'était pas dédié entre designers. Mais sur la partie échange, ce weekly, qui n'est pas en place dans toutes les feature teams. Donc, c'est pouvoir être challengé avec le product manager ne nécessite pas sa mise en place. Il peut y avoir un product manager avec qui tourne en continu et des workshops. Enfin, son agenda n'est pas trop chargé. L'idée de ce weekly, c'est plus d'assurer au par semaine des échanges. Et finalement, même avec les product managers avec qui ça se passe très bien, ce format, il est apprécié parce que qu'ils ont quelque chose en tête, qu'ils veulent adresser, dont ils veulent discuter avec le design. Même eux, de leur côté, sont maintenant promoteurs de ce format-là. Et pendant ce weekly, et même pour eux, ça retire de la charge. Il y a finalement cet effet de je sais avec mon designer, je lui en parlerai, et je le note aussi dans le AS pour en discuter. Donc, avec les PM. Et en fait, tous les autres jours, il y a un point de contact quand même. Parce qu'on a un weekly par semaine qu'on ne parle pas à son PM. Je n'ai aucun designer qui ne parle pas à son PM tous les jours. Il y a les stand-up beaucoup de meetings qui se font tous les jours.
Et c'est des demi-journées qui sont bloquées dans les agendas, comme le disait Raph. Donc, en fin de compte, ils travaillent vraiment main dans la main. Dès qu'il y a product designers sont amenés aussi à faire de la user research avec les user researchers sur certains sujets spécifiques. Enfin, ils participent également et il y a beaucoup de workshops en commun. Donc, quand même beaucoup de synchronisation quotidienne. Oui. Bonsoir. Pour évangéliser notamment les développeurs à l'intérêt du design system, à l'intérêt d'un voilà, pour voir que c'est leur intérêt. Alors ça, c'est la réponse, ça serait bien. Déjà, on a des Slack dédiés pour aider les développeurs. En plus, on n'a pas quand même, enfin, notre fil full stack. Donc, on a ce qu'on c'est qu'on a quand même des développeurs qui sont assez chauds du design system, qui aiment bien faire des composants. Ces composants, et ben, on est vraiment avec eux pour les accompagner et on essaye de. Quand il y avait le tech, toutes les semaines, on présente souvent ce qu'ils font, un peu comme des use cases. Pour l'instant, c'est la seule stratégie qu'on a. Ça a pour l'instant. Il y a un deuxième axe qui améliore, c'est tout simplement l'onboarding. L'onboarding, pour l'instant, n'inclut un peu ballot. Il y en aura un début novembre, donc ça va être bientôt réglé. J'ai fait le tour. Ah, je sais plus comment il s'appelle déjà. J'ai oublié. Dernière Oxy. question dans la salle. Pardon, ouais, désolé. C'est juste en complément. Donc c'est pas aussi scan, c'est voilà, X-ray aussi, ça va être un sens où on va identifier sur chacune des pages on va pouvoir aussi au du design system directement au sein des domaines et des feature teams grâce à cet outil de scan en fait de compliance et c'est un peu l'objectif aussi finalement de identifier quelles parties du produit ont vraiment besoin d'accompagnement et faire monter des pour l'usage du design system. Il y a un dernier levier aussi, c'est les product designers. On pousse beaucoup les product designers à se développeurs, à leur expliquer comment on travaille, à leur faire découvrir Figma. C'est assez obscur Figma pour pas mal d'élèves chez nous. Et du coup, on mise beaucoup là-dessus. Donc quand il y a un designer des fois qui nous dire, bah, vois avec ton stakeholder, lui il a certainement une réponse. Ça marche assez. J'ai une question entre les feature teams et les développeurs qui est passé de 0 à 1. Ok. Donc, d'aller jusqu'à 1. Et c'est quoi l'idée? Est-ce que c'est que chaque développeur ou comment vous déterminez en fait c'est quoi le designer par équipe? L'objectif, c'est de dire que chaque designer peut au quotidien à 100% de son temps. Et aujourd'hui, on a beaucoup, finalement, tous les product, finalement, leur sur trois, des fois, feature team. Et ça, c'est un problème. Data ratio pour être sûr que l'accompagnement product design soit hyper pertinent. C'était vraiment les feature demandes. C'était 50 feature teams qui sont vraiment en demande. La demande non plus, la demande qui augmente. En tout cas, je dirais qu'on aimerait tant un product designer. C'est un chiffre comme ça et on l'a. Je me mettrai à côté de toi la prochaine fois. Ce sera plus simple. Juste pour un peu
ce que dire. On connaît les feature teams qui ont des gros besoins design. On connaît celles qui en ont un peu moins. On sait quel feature team peut avoir besoin de 0,5 product designer, par exemple. Quand on les connaît, on sait le nombre de designers qu'on doit avoir. On pousse toujours pour avoir plus. Plus on a de designers, plus on a de qualité. D'accord. Ouais. Et apporter plus des inconsistances, en fait, parce que s'il est dédié par produit, en fait, ça veut dire que les produits s'évaluent chacun de son. Et il faudra encore plus de gouvernance et tout aille correctement. Donc, j'imagine que les outils que vous avez développés, ça aide. Mais ça me semble encore plus compliqué, même quand deux designers travaillent sur le même sujet en même temps. Peut être aussi. D'où l'intérêt de, comme ce qu'a montré Raphaël, des designers qui sont plus seniors, qui vont d'avoir les synchronisations et des différentes strates de designers. Là, on a des designers seniors qui se mettent à manager d'autres product designers, et ces designers seniors, ils vont synchroniser entre eux. Et l'alignement pendant les rituels est ultra important. Là, on adapte nos rituels parce qu'on sait qu'on arrive à un point où on perd de consistance. Donc, on va adapter nos rituels pour répondre à ce genre de problème. Merci beaucoup. On va en ligne ou est-ce qu'on a le temps? Heureusement pour les en ligne. Vous remercie. Alors, merci pour vos questions, merci pour vos réponses. C'est pas fini. Si questions, on va après au bar qui est juste en face, qui s'appelle l'Indiana Café. Donc venez, vous pourrez continuer à poser des questions, vous pourrez à parler, etc., etc. Ils attendent 40 personnes, vraiment, venez. Pour terminer le formulaire, on pose à la fin des idées, si vous voulez dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Compliquez-le, ça nous aide à nous améliorer d'événement en événement. Merci. Merci à tous encore de vous avoir invités. C'est pas sur ça, donc merci. Merci à tous d'être venus et d'avoir fait cette presse. Merci beaucoup. Et pardon, le prochain event, normalement, des events sur la création de plugins et peut-être même des workshops tous ensemble dans lesquels on va créer notre propre plugin. Ça risque d'être super cool. Ramenez les élèves de vos boîtes. Pas cool ça, le plugin. J'avoue que. Et ils sont morts, avec base à mort leur.